Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 4e partie de ce résumé. Crimson et ses hommes avaient courageusement combattu pour assurer la victoire. Mais le doute commençait à s'installer après avoir vu l'énorme tornade créée par le dragon. Maintenant, ils n'étaient plus si sûrs de leur capacité en tant que chasseurs de dragons à abattre ce dragon en particulier. Avec son dernier lambeau de volonté et de détermination pure, il laisse échapper un cri de résolution. Il encourage son équipe à ne pas perdre les nerfs alors qu'ils effectuent une retraite tactique. Ces mots d'encouragement étaient tout ce dont son équipe avait besoin pour renforcer sa détermination. Le dragon, d'autre part, était résolu à en finir avec les chasseurs de dragons. Il n'allait pas simplement les laisser s'en tirer comme ça, la tornade qu'il avait invoquée autour de lui était là pour s'en assurer. Crimson a remarqué que la tornade de Disaster était plus rapide que la vitesse maximale de leur voiture et cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas se contenter de battre en retraite sans précaution. Disaster a remarqué qu'il battait en retraite vers le soleil, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Crimson sait que la simple lumière du soleil ne pourra pas submerger un dragon supérieur en conditions optimales, et certainement pas le 3e siège. Elle sait que ses capacités régénératives peuvent contrer les dommages du soleil mais il sera néanmoins endommagé. Elle ordonne aux tireurs d'ouvrir le feu. Ils commencent immédiatement à tirer avec la mitrailleuse montée sur le camion. Ils tirent des balles d'argent sur la tornade de Disaster mais elle gèle avant d'atteindre le dragon. Il le dit à Crimson ce qui lui rappelle une idée fausse parmi les chasseurs de dragons. La plupart pensent que les balles d'argent gèlent le sang des dragons mais ce n'est pas le cas. Les balles d'argent gèlent la magie dans le sang d'un dragon donc quand elles entrent en contact avec quoi que ce soit contrôlé par la magie, elles gèlent immédiatement. Disaster se demande ce qui frappe sa tornade. Il pense que c'est une balle d'argent. Il est impressionné que Crimson ait pu se procurer une arme de si haute qualité. Elle lit dans ses pensées sachant qu'il penserait qu'elle a acheté une mitrailleuse qui tire des balles d'argent. Mais à la place, nous voyons que la mitrailleuse utilise des balles de plomb infusées avec la magie d'argent de Ragna. Comme les balles continuent de faire impact sur la tornade de Disaster, une colonne de glace continue de se générer. Disaster ne sait pas ce que Crimson prévoit. Il continue de conduire loin de la tornade, zigzagant et esquivant pour éviter les débris propulsés par elle. Disaster n'est pas dérangé par les attaques sur la surface de la tornade parce qu'il a un grand contrôle sur elle. Une fois de plus, Crimson lit ses pensées comme une voyante douée. Elle a autre chose dans sa manche. Elle donne l'ordre à ses hommes et ils commencent à tirer une autre série de balles infusées avec la magie d'argent de Ragna. Mais ces balles ont un impact beaucoup plus grand sur la tornade que les balles précédentes. Cet impact déstabilise la tornade de Disaster. Crimson est ravi que son plan fonctionne. Bien que les attaques n'aient pas été en mesure d'abattre la tornade, cela l'a poussé à augmenter considérablement sa puissance. Disaster est complètement désordonné. Il perd rapidement le contrôle de la tornade. L'un des chasseurs de dragons dit à Crimson que la vitesse de la tornade a grandement augmenté et elle lui dit que tout fait partie du plan. Elle leur dit à tous de continuer à tirer sur la tornade. Comme ils le font, ils génèrent plus de colonnes de glace qui déstabilisent encore plus la tornade. Disaster est à bout de nerfs et est visiblement enragé. Il jure de faire payer les humains pour ce qu'ils ont fait, en particulier les chasseurs de primes devant lui. Plus il se met en colère, plus la taille de la tornade augmente, détruisant tout ce qui l'entoure. Crimson sourit de plaisir sachant qu'elle l'a mise en colère. Disaster est au-delà de la rage maintenant, il promet aux chasseurs de primes qu'ils ne sentiront pas avec leur plan. À ce moment-là, sa tornade est complètement recouverte par une énorme colonne de glace. Soudainement, elle se brise. Disaster est choqué alors qu'il tombe du milieu de la tornade maintenant brisée. Coïncidence, c'est l'aube et il est choqué de voir le soleil se lever. Ragna infuse un mur avec sa magie d'argent qui a complètement brisé la tornade de Disaster. La Slim apparaît et attrape Disaster en pleine chute libre. Puis une flèche d'argent perce son dos et son sang commence à geler. Disaster n'a toujours aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Il essaie d'invoquer sa magie du vent mais tout ce qu'il arrive à faire est une douce brise. Son cœur est blessé par la flèche qui arrête le flux de sa magie. Dans le désespoir et le désespoir, Disaster essaie de faire fondre la flèche avec sa magie du vent mais il est trop faible. Les 5 chevaliers maintiennent la flèche fermement pour s'assurer que Disaster ne s'échappe pas. L'effet de la flèche et du soleil combiné le fait s'enflammer. Juste à ce moment-là, le sol où la flèche était plantée a été déraciné par une étrange force. Puis la terre soulevée s'incline et les 2 chevaliers et Disaster tombent, brisant la flèche d'argent. Disaster est libre maintenant. Elle est tellement furieuse que les chasseurs de primes puissent lui faire subir des choses si imprononçables. Il essaie de retirer la flèche d'argent logée dans sa poitrine. Puis le camion que les soldats ont utilisé pour le distancer le frappe. Il est renversé avec plusieurs parties de lui éparpillées autour. Disa a l'impression de rêver alors que les soldats le détruisent. Crimson reconnaît que l'abattre n'était pas un simple exploit. Elle dit à Ragna que s'il s'était transformé en sa forme de dragon, il aurait été capable d'invoquer jusqu'à 8 tornades qui auraient contrecarré ses plans. Elle lui dit que l'orgueil même de Disa a causé sa perte. Une fois qu'elle a pu entrer dans sa tête et le provoquer pour qu'il essaie d'en finir avec elle, ce qui lui a garanti la victoire. La combinaison de la lumière du soleil, de l'argent et de la négligence était des facteurs majeurs. C'est sa liste des 3 choses qui peuvent abattre les dragons supérieurs. Pour tirer parti des faiblesses du dragon, elle a conçu des armes sophistiquées.
L'ajout d'argent et le terrain étaient en place pour s'assurer qu'elle puisse abattre le dragon. Elle dit à Ragna qu'il devrait remercier Disaster de lui avoir permis de démontrer son véritable potentiel. Ragna se souvient du moment où Crimson a été choisi pour la chasse au dragon, et de son vœu d'être reconnu comme un chasseur de dragons estimé. Ragna considère maintenant Crimson comme l'un des meilleurs chasseurs de dragons. Il pense que Crimson n'a pas été du tout déconcerté par la bataille qu'ils viennent de mener. Il pense que c'était juste la façon de Crimson d'expérimenter ses capacités. Il est impressionné que Crimson sache tout sur les dragons. Il est également impressionné par le QI de combat de Crimson. Crimson est ravi que le dragon soit finalement abattu. Ragna est en admiration devant à quel point Crimson est vraiment remarquable. Il croit qu'avec Crimson à ses côtés, ils seront capables de mettre tous les dragons à genoux. Ragna fait le vœu de chasser Crimson une fois que tous les dragons auront été exterminés. Après la bataille, Crimson fournit aux chevaliers des véhicules et des armes pour s'échapper de la ville. L'un des chevaliers n'est pas trop content de s'enfuir mais Crimson lui dit que ce n'est pas un problème. Alors qu'il s'apprête à partir, Crimson jette un sort pour faire oublier au chevalier son existence. Sur ce, il tourne le dos au chevalier, dit à Ragna de venir avec lui et disparaît. L'un des chevaliers appelle Ragna et le remercie de les avoir laissés assouvir leur vengeance. Ragna dit au chevalier que ce n'était pas seulement lui, qu'ils ont aussi beaucoup contribué. Les chevaliers sont reconnaissants pour son compliment et ils se serrent la main. Ils prennent cela comme une victoire pour tous les chasseurs de dragons. Les chevaliers partent et Monsieur Slim leur fait ses adieux. Crimson réalise le premier tour d'un magicien. Il sort une radio de son chapeau. De la radio, une voix d'homme parle, disant qu'elle a une annonce de l'armée royale inférieure. Il annonce une attaque de dragons à la frontière de la ville, disant aux citoyens d'évacuer vers la capitale. Il assure aux citoyens que la capitale est sûre et dit à ceux qui ne peuvent pas évacuer par eux-mêmes d'attendre le sauvetage de l'armée. Il demande aux citoyens de ne se rapprocher des frontières pour aucune raison que ce soit. À ce stade, Crimson éteint la radio, demandant à Ragna ce qu'il en pense. Il dit à Crimson qu'il pense que c'est un piège. Crimson est d'accord avec lui, disant que l'armée bloquait la route d'évasion des citoyens. Ragna dit à Crimson qu'il ferait mieux d'entrer en action. Crimson est d'accord, disant qu'il avait besoin d'un changement de décor pour la chasse. Slim a hâte d'entrer en bataille aussi. Ils conviennent tous de partir pour la capitale. La scène change 5 jours plus tôt. Une vue du château apparaît. Le roi a été choqué après qu'on lui ait dit que Donapiero avait été détruit. Il essaie de découvrir quelle ville l'a envahi mais sa garde lui dit que ce n'était pas une ville mais des dragons qui ont détruit Donapiero. Le roi est à nouveau choqué. La garde dit au roi qu'une tempête de foudre a ravagé la ville quand le soleil s'est couché, la réduisant en cendres. Il dit au roi que presque tous les gardes stationnés ont été éliminés. Il dit au roi qu'après l'orage, une horde de dragons est arrivée dans la ville, coupant toutes les communications avec elle. Le roi ordonne à la garde de former une unité composée de soldats stationnés dans les villes voisines et de les envoyer en tant qu'aide à Donapiero. Il dit aussi à la garde de recruter des chasseurs de dragons mais il leur ordonne de ne pas attaquer de dragons supérieurs quelle que soit la circonstance. La garde obéit à l'ordre du roi et s'en va. Le prêtre dit au roi que le récit de la garde lui rappelle un incident qui s'est produit 20 ans auparavant. Il dit au roi que quelque chose de similaire s'est produit lorsque Garnès a envahi Donapiero. Il dit au roi qu'une tempête de foudre est apparue qui a détruit l'armée garnessienne. Il dit au roi que ces dragons ont sauvé leur armée. Le roi avait espéré que les dragons restants dans cette région n'aimaient pas se battre. Il se demande ce qui a poussé les dragons à attaquer soudainement la ville. Il se rappelle que la capitale royale est protégée par une barrière magique. Il compare la force d'un seul dragon supérieur à des gens et il n'aime pas comment ça se présente. Juste à ce moment-là, une plume flotte devant son visage. Il lève les yeux pour voir une créature ressemblant à un oiseau volant au-dessus de lui, avec des milliers de plumes remplissant l'air. La créature descend et salue le roi. Elle s'excuse d'être descendue sans prévenir. Elle lui dit qu'elle est l'un de ceux à qui Dieu a accordé le titre de monarque. Elle lui dit qu'elle est le premier siège de l'aile sanglante, appelé Ultimacia. Le roi se lève de son siège, surpris que le dragon à aile d'ange se tienne devant lui. Ultimacia pense que son nom est trop grand pour elle. Il lui demande comment elle est passée à travers la barrière. Elle explique ce qu'elle sait de la barrière solaire en lui disant qu'elle est toujours fonctionnelle. Elle lui dit que même si elle est calme, elle fait de son mieux pour supporter la chaleur. Elle lui dit qu'elle ne peut pas rester trop longtemps à cause de cela. Le roi est vraiment surpris qu'Ultimacia soit apparue devant lui parce que depuis que la guerre entre les hommes et les dragons a commencé, elle n'était pas apparue une seule fois. Ultimacia l'assure de ne pas avoir peur. Elle lui dit que bien que ses officiers ne bougent pas, ils sont indemnes. Elle lui dit qu'elle a juste manipulé le temps et immobilisé le monde. Elle lui dit qu'elle l'a fait parce qu'elle ne peut pas être repérée dans la capitale royale puisqu'elle est un monarque dragon. Elle lui dit que c'est une mesure qu'elle doit prendre puisqu'elle a dû le voir d'urgence. Le roi lui demande pourquoi elle est venue le voir. Elle lui dit qu'elle est venue s'excuser. Le roi est surpris par sa réponse. Elle lui présente une tête de dragon. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas que Donapiero soit attaqué mais que ce dragon particulier a détruit la ville rapidement sans raison. Elle lui dit que le moins qu'elle puisse faire est de punir l'auteur et de l'amener devant le roi comme preuve. Elle s'excuse de manquer d'autorité. Le roi est un peu perplexe. Il est surpris qu'elle soit si calme et compatissante.
Il n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment un dragon. Le roi estime que puisqu'il peut encore se déplacer et que la barrière magique est toujours en place, il peut lancer une attaque contre Ultimacia. Il exclut immédiatement cette option car il sait que cela pourrait déclencher une guerre totale qui détruirait son royaume. Il réfléchit à toutes les possibilités et accepte les excuses d'Ultimacia. Elle le remercie de les avoir acceptées. Elle lui explique qu'elle ne voulait pas que le peuple du roi ait peur de la mort, elle voulait simplement qu'il disparaisse discrètement. Le roi ne comprend plus ce qu'elle dit. Il lui dit qu'elle ne fait pas de sens, car elle avait dit plus tôt qu'elle ne voulait pas attaquer Dona Piero. Elle lui explique qu'elle n'avait pas l'intention d'attaquer Dona Piero, mais que le pays doit être détruit de toute façon car Dieu l'a ainsi décrété. Elle lui dit qu'elle se prépare secrètement depuis un moment pour anéantir le pays en une seule fois. Elle affirme que le chaos sera inévitable maintenant qu'un pays a été attaqué. Elle lui dit également que des gens vont s'expatrier vers d'autres pays. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser cela se produire. C'est pourquoi elle a ordonné des attaques sur les villes frontalières du pays. Elle lui dit qu'aucune âme ne sortira indemne du pays. Le roi lui demande d'annuler son attaque, mais elle lui dit qu'il est trop tard. Il lui dit que ses actions pourraient conduire à une guerre avec son pays. Elle le rassure en disant que cela n'ira pas jusque-là, car ce serait un bain de sang à sens unique. Elle s'excuse auprès de lui pour cela. Il lui demande si elle peut négocier, mais elle lui dit que ce n'est pas possible. Elle veut lui demander quelque chose, mais il la coupe, lui disant qu'il a pris sa décision. Il active sa bague, qui puise le pouvoir de la barrière solaire et le transforme en une arme. Il se prépare à lancer l'attaque contre Ultimacia, mais soudain son prêtre se lève et l'attaque en premier. La main du prêtre s'est transformée en une tête de dragon. Il dit au roi qu'il ne peut pas permettre que leur monarque soit blessé. Ultimacia remercie Nebulim d'avoir créé un bouclier pour la protéger. La tête de dragon demande également des remerciements, mais elle lui dit qu'elle ne lui a pas donné l'ordre d'éliminer le roi. La tête de dragon, appelée Borghi, lui dit qu'il ne l'a pas éliminé complètement, mais qu'il lui a infligé suffisamment de dommages pour l'immobiliser. Il lui dit qu'elle comprendra sa technique en vieillissant, mais elle lui dit qu'elle n'aime pas être si brutale. Elle remonte le temps pour guérir le roi et s'excuse auprès de lui une fois qu'il reprend conscience. Il se demande comment il est encore en vie. Elle explique comment elle a remonté le temps pour restaurer son corps. Il lui demande si elle est une sorte de Dieu, mais elle lui dit qu'elle n'est qu'une servante de Dieu. Il lui demande si c'est la volonté de Dieu que le pays périsse. Elle lui dit qu'il n'y a pas de moyen de s'échapper, car c'est la volonté de Dieu. Elle lui dit qu'il peut cependant échapper à la peur et à la souffrance. Elle lui demande sa coopération pour apaiser autant de gens que possible sans les faire souffrir. Elle lui dit de diriger son peuple car il en est le roi. Elle lui tend la main et il la prend.